Bonjour et bienvenue dans notre série 2021 Philosophers. Ce programme accueille des penseurs qui incarnent le renouveau de la philosophie en langue française au XXIe siècle, dans ses contenus et dans ses pratiques. Mon invitée ce soir est une philosophe, une psychanalyste française qui contribue à déplacer la philosophie au cœur des enjeux politiques et sociaux contemporains. Cynthia Fleury enseigne et pratique la philosophie dans des lieux très divers, aussi bien à l'université que dans des écoles d'ingénieurs ou des établissements hospitaliers. Elle dirige actuellement la chaire de philosophie au groupe hospitalier universitaire de Paris Psychiatrie et Neurosciences. Cynthia est aussi membre de plusieurs comités liés à des questions d'éthique ou d'environnement, et elle intervient dans de nombreux médias, la presse écrite, la radio, la télévision. On peut dire que Cynthia est une philosophe très engagée, je ne sais pas si elle acceptera ce terme, mais engagée dans la sphère publique. Ses travaux ont d'abord porté sur la question de l'imagination, il y a une vingtaine d'années, puis elle s'est orientée vers la philosophie politique. En 2005, elle a publié Les pathologies de la démocratie, qui a rencontré un grand succès, puis La fin du courage, la reconquête d'une vertu démocratique. Elle travaille depuis sur la place et la puissance de l'individu au cœur du social. Et parmi ses livres marquants et nourris aussi par sa pratique psychanalytique, je voudrais citer Les Irremplaçables en 2015 et Sigil amer, Guérir du ressentiment, publié récemment chez Gallimard et lu par un très large public. Après sa présentation, Cynthia Fleury répondra aux questions que vous pouvez lui poser dès à présent grâce aux questions-réponses au bas de votre écran. Cynthia, bienvenue à la Maison française de NYU. Merci, je suis très heureuse, d'être avec vous, avec ce procédé. Je vais partager, mon écran, parce que j'ai fait une petite présentation, très sommaire, mais qui, je dirais, nous permettra peut-être pour ceux qui sont pas, très à l'aise en français, heu, voilà. Donc moi, je vais vous présenter mon travail, rapidement un peu, le parcours qui a été, tout à fait bien décrit, par François et puis, la structure, dans laquelle, j'officie effectivement aujourd'hui. Donc j'ai appelé ça une philosophie clinique et sociale, mais bon, franchement, j'ai pas nécessairement de titre global pour, expliquer, ce que je fais. Je suis professeure titulaire de la chaire Humanité et santé et qui est effectivement, liée, rattachée, au GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences. Et donc pour ceux qui éventuellement veulent poursuivre, différemment, et puis je suis professeure associée aux mines, et ceux qui veulent discuter, hein, n'hésitez pas, voilà. Alors effectivement, comme François, l'a dit, ça commence. J'ai fait ma thèse sur la métaphysique de l'imagination et c'est important parce qu'en fait, la notion importante qui était, traitée notamment dans ce texte est plusieurs choses. C'était, les théories imaginales noétiques, c'est-à-dire comment, l'imagination, n'est pas une, puissance de diversion et de divertissement, mais comment c'est une puissance de conception, comment c'est une puissance, cognitive, noétique. Et puis j'ai travaillé dans le cadre de cette recherche sur les schèmes de la Renaissance et c'est important parce que ces schèmes de la Renaissance sont des schèmes très hybrides, par rapport aux schèmes des Lumières et c'est vrai que pour ma part, je les trouve très signifiants et très inspirants pour comprendre ce qui se joue aujourd'hui dans la mondialisation et dans les rapports qui, peuvent être, ceux des régimes de vérité, d'aujourd'hui. Même les questions liées à la post-vérité, les questions de confrontation forte entre, la foi, la croyance, la révélation et cetera et puis toutes les phénomènes de rationalité beaucoup plus ouverts que, ceux, des Lumières et qui sont assez renaissants. Et dans ce travail, il y avait effectivement la notion d'imaginatio vera, d'imagination vraie, notion, très typique là aussi de la Renaissance, qu'on trouve chez Paracelse donc avant, mais
et puis chez quantité d'autres auteurs, et qui a été très, très importante, pour moi parce que ça a été un des cœurs de ce que je vais, essayer d'expliquer ensuite, du principe d'individuation, que j'ai, voulu, reprendre, hein, qui a une grande tradition, là aussi, que ce soit chez Simondon, que ce soit chez, Jung, que ce soit chez Durkheim, individuation, individualisation, et cetera. Bon, mais moi, ce qui m'intéressait, c'était de produire des nouvelles figures, du connais-toi toi-même, et des nouvelles figures pour expliquer qu'est-ce que un processus de subjectivation aujourd'hui, entre guillemets, «post-moderne», après les Lumières, après la catastrophe des Lumières, et qui en même temps, quel type d'engagement, d'implication dans le monde ce sujet, doit produire, à la fois pour se constituer lui-même en tant que sujet et en même temps pour préserver, la démocratie. Parce que mon travail, vous allez le voir, vraiment essaye de refaire lien entre, les théories, imaginales, noétiques, métaphysiciennes, et puis voire même, psychanalytiques, et puis des théories plus politiques qui renvoient plus aux sciences sociales, hem et j'essaye de produire une conjonction. Pourquoi? Bah, parce que tout simplement aujourd'hui, ce qui me semble être un des grands moteurs de l'histoire, c'est malgré tout une société des individus. Et dans ces individus, la question du fonctionnement de la psyché humaine n'est pas neutre. Elle est pas, elle ne détient absolument pas l'intégralité de la chose, mais elle est un point important qui a été longtemps, mis de côté, alors que de fait, je pense que pour comprendre les phénomènes actuels, c'est tout à fait conséquent. Et puis mon habilitation à diriger les recherches, elle s'est faite, justement sur, la construction sociale de la vérité dans l'espace public d'aujourd'hui, notamment cet espace public étant très numérique. Et qu'est-ce que c'est qu'une régulation de la parole, dans cet espace-là? Quelle est la place du mensonge? Quelle est la place de la post-vérité, et cetera? Donc, une vingtaine d'ouvrages, mais qui ont été publiés soit où j'étais auteur, soit co-auteur, soit directeur, soit codirecteur. Donc, en tant qu'auteur propre, je dois, peut-être une dizaine, peut-être un peu moins. J'avoue que je ne sais plus, là, j'ai plus, compté. Et puis une cinquantaine d'articles, mais dans des revues, je dis spécialisées parce qu'il n'y a pas que les revues universitaires, académiques. Il y a également, des revues de sociétés savantes, ou alors des revues qui renvoient à des communautés de praticiens, des médecins, des infirmiers, que sais-je. Donc, c'est plus ouvert que, le benchmarking classique, des revues, scientifiques. Alors mon travail, je disais, essaye de mettre en place ce ruban de Moebius entre la qualité du principe d'individuation d'un sujet et puis les protocoles de régulation, dans l'état de droit. Alors il y a plusieurs points, mais je passe très vite parce qu'on a, comment dire, une demi-heure. Mais donc j'ai essayé dans tous mes travaux, hein, vraiment, donc ça fait depuis, j'ai publié mon premier article en 1998, mon premier livre en 2000, donc 20 ans, 22 ans. Bah, en fait, j'ai travaillé, malgré tout sur le même sujet. Donc un principe d'individuation qui se constitue, qui s'édifie en essayant d'articuler 3 grandes figurations du «connais-toi toi-même», l'imaginatio vera, le Praesium doloris et la vis comica. Alors, l'imaginatio vera, c'est, toutes ces facultés de l'imagination, encore une fois, qui sont, donc les sous-entendu derrière, les traditions philosophiques qui sollicitent, cette compréhension de l'imagination comme force de conception, hein, comme agent, comme puissance, intellective.
et qui donc vont considérer que le rapport, de cette imagination est plutôt une imagination qui vient produire du concept, mais qui vient produire du réel et pas simplement, produire de la fuite, du réel, mais au contraire, comprendre, les processus d'émergence, du réel, produire bien évidemment de l'innovation, ce qui fera ensuite du réel et cetera et en même temps gérer, ce qui est la vérité du réel, c'est-à-dire, ce qui vient faire exploser, la synthèse et l'acte de jugement. Donc il se confronte à cela et puis bien évidemment, Imaginatio Vera, à l'intérieur d'un sujet, comment on produit un rapport au monde qui est un rapport, qui passe notamment par la sublimation, par la symbolisation, et donc on a un sujet qui va venir se construire directement avec, cette capacité de faire à la fois une synthèse du monde, mais en même temps une synthèse ouverte. Et c'est ça qu'on peut effectivement, poser dans le terme aussi de sublimation. La notion de Praesium Doloris, je l'ai travaillée dans différents ouvrages là également, dont un livre qui s'appelle bêtement, Praesium Doloris, l'accident comme souci de soi et qui est une notion qui renvoie donc le prix de la douleur. Le prix de la douleur, c'est plusieurs choses. C'est à la fois, comment nous sommes constitués par, des épreuves, donc par des traversées, de vulnérabilité, fortes, de failles, comment nous sommes constitués. Alors c'est très alors là pour le coup très analytique, hein, psychanalytique, comment nous sommes constitués par la notion de manque et par la nécessité de produire la sublimation de ce manque. Comment nous pouvons et nous devons ne pas avoir, une seule et unique façon de voir la douleur comme déficitaire, même si bien évidemment le Praesium Doloris, ce n'est pas du dolorisme. C'est-à-dire que je ne considère nullement que, la douleur est vérité. Non, et d'ailleurs on le voit très, très bien dans la clinique, très souvent la douleur empêche, un accès au déploiement, cognitif parce qu'elle est trop présente. Néanmoins, l'inverse est vrai. Le rapport à la vérité est douloureux, et donc cette positivité, d'une certaine manière de la vérité, oui, la douleur dit quelque chose de la positivité de la vérité et donc dans ce sens-là, ça vient bien évidemment non seulement nous intéresser, en termes, épistémologiques, comme si ça voilà, que ça nous dit quelque chose du monde, ça nous dit quelque chose de nous-mêmes et de notre rapport et puis en même temps, c'est tout ce qui va renvoyer au risque de la pensée, qui est aussi que voilà, tenter cette aventure de s'approcher de ce que l'on pourrait appeler le vrai, hors de toute vision dogmatique, hein, mais le vrai comme justement, justement à définir, heu heu heu, ou qui est construit par, différents régimes de véridicité. C'est pas très français, mais on voit ce que ça veut dire, de véridiction en tout cas, de confrontation, de rationalité. Donc comment on va venir essayer de penser cela et comment tenter de penser cela, tenter éventuellement une adéquation entre un dire, un faire, une vérité, et cetera. Ce qu'on a pu appeler aussi la parésia, donc cette notion, grecque, raconte ce risque de la pensée. Le fait que penser, ce n'est absolument pas quelque chose, ce n'est pas une non-action, c'est quelque chose qui nous confronte au réel. Et là aussi, c'était important de remettre l'agir, au cœur de la pensée, alors que souvent on fait précisément des penseurs des non-agissants. Donc le Praesium Doloris nous rappelle que, bien évidemment, première grande théorie de l'action et notamment de l'action politique, donc dans ce sens-là, je suis d'accord
d'accord pour prendre la question de l'engagement, mais simplement parce que la pensée est une action. Et puis la notion de vis comica, qui est une des dernières comment dire, figuration du connais-toi toi-même sur laquelle j'ai travaillé et qui, là aussi donnera lieu alors, cette fois-ci à un ouvrage qui va sortir, mais qui n'est pas encore, paru, même si la vis comica a été travaillée dans différents travaux qui sont les miens. Donc la vis comica, la force comique ou cette puissance de décentrement, de déconstruction, de production d'un espace-temps alors que tout est bouché, alors que tout faillit, ce qui pourrait être l'enfant à la fois, de Camus, d'une philosophie de l'absurde et puis, d'une philosophie de l'absurde cette fois-ci, mais traduit différemment, comme on peut avoir chez Ionesco. Donc, qu'est-ce que c'est que, pourquoi, cette vis comica est absolument déterminante dans l'émergence d'un principe d'individuation qualitatif? Et c'est vrai que j'ai choisi le terme d'individuation, j'aurais pu choisir le terme de subjectivation. J'ai préféré plutôt aller me ressaisir du terme d'individuation parce que tout simplement, on entend derrière l'individualisme et ça me permet donc à la fois de, me ressaisir d'une philosophie individualiste et de la méthodologie, de l'individualisme méthodologique et en même temps, parce que je suis l'enfant de aussi de cette tradition libérale, philosophique, en philosophie, politique et morale, mais en même temps un pas de côté par rapport à la critique qui peut être aussi la mienne de l'individualisme comme nous pouvons le voir aujourd'hui dans sa fonction purement atomisante de la société. Et donc l'enjeu, c'est bien de montrer que être un individu au sens de la construction d'un sujet, ce n'est pas nécessairement être dans un processus de désengagement de la sphère publique. Et au contraire, mon travail essaye de montrer comment et c'était le thème qui était celui des irremplaçables, comment nous produisons, nous, une théorie de l'irremplaçabilité, non pas au sens mégalomaniaque, mais au sens de irremplaçable parce que responsable, parce que présent au monde et à ce moment-là, parce que prenant sur soi de faire vivre et de faire évoluer ce régime du moindre mal qu'est, la démocratie comme état de droit. Principe d'individuation et thiase, dionysiaque. Le thiase, vous voyez ce que c'est, hein? C'est le cortège, qui s'associe, à la marche de Dionysos, lui-même étant, totalement métamorphique et dynastique et en tout cas, pas dynastique, mais, renvoyant à une double naissance. Mais pourquoi dynastique? Parce qu'à l'intérieur, du thiaz, il y a quantité de figures et c'est vrai que je trouve que c'est très intéressant de dire que l'individu, en fait, il n'y a pas d'individu, il n'y a pas de sujet, c'est une illusion tout ça. Il y a fondamentalement, et c'est ce que nous enseigne aussi, la psychanalyse, il y a quelque chose du thiaz dionysiaque. En fait, il y a plusieurs sujets. Il y a des sujets métamorphiques en soi et il va y avoir, bien évidemment des héritages dynastiques. Il va y avoir des névroses qu'on se trimballe les uns par rapport aux autres et on voit tout ce cortège qui danse ou ne danse pas. Hem et donc pour ceux qui voient un peu le Thiaz, vous allez tout de suite comprendre que voilà, c'est quelque chose qui est, mon Dieu, monstrueux, monstrueux et métamorphique et je crois que c'est une figuration assez juste de qu'est-ce que c'est que ce principe d'individuation au travail et qui en même temps, voilà, raconte comme ça une itinérance et profondément aussi stylistique, hein, parce que ça a beaucoup de style quand même tout ça. Donc voilà, moi, mon travail, donc tous mes livres ont essayé d'expliquer
cette qualité du principe d'individuation et comment cette qualité se s'édifiait comme ça en travaillant autour d'Imaginatio Vera, Precium Doloris, Vis Comica. Et puis, plus globalement, de Tocqueville à Axel Honneth, etc., j'ai travaillé sur les équations de travestissement des principes démocratiques. Donc, ces différences qu'il peut y avoir entre les principes, les pratiques, les pathologies, en suivant une des grandes équations de travestissement des principes démocratiques qu'on trouve chez Tocqueville, qui est qu'un principe démocratique peut se transformer en passion, qui est un phénomène d'entropie démocratique. Et donc, tout mon travail a été de me demander à ce moment-là quels outils de régulation. Et j'ai fait notamment un travail autour de l'éthique du courage, parce qu'il s'agissait de dépasser les régulations qui sont celles de l'intérêt ou de la vertu, hein, ces 2 grands outils, de régulation. J'ai essayé de me dire: «Mon Dieu, qu'est-ce qui en gros, comment on pourrait éviter, les dérives de l'un et de l'autre?» parce qu'on connaît les dérives, «terroristes» entre guillemets, produisant de la terreur, de la vertu et on connaît aussi les dérives totalement, de marchandisation d'atomisation de la société, d'hyperconcurrence, de précarisation des statuts, enfin bref, de ce que peut être la logique par, l'intérêt et donc c'était de dire: «Bah, tiens, la logique du courage tente comme ça voilà, de proposer un outil de protection du sujet qui va venir consolider le processus de subjectivation, puis en même temps un outil, de régulation collective. Alors mes héritages théoriques, bah, il y en a beaucoup, hein, mais c'est vrai que l'école de Francfort, la sociologie critique et sociale, voilà, tout ce qui est, ce que je peux appeler les enfants de la réification, c'est-à-dire je suis un enfant de cela, au sens où la notion de réification qu'on trouve chez Lukács, chez Adorno, chez Axel Honneth, l'éthique de la reconnaissance ou plus spécifiquement ce qu'on renvoie à toutes les sciences humaines et sociales. J'ai mis quelques noms, mais il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. Tout ce qui renvoie à la disqualification sociale et qui va venir, en fait, se penser comme disqualification morale, se vivent comme déclassés, surnuméraires, remplaçables, c'est plus spécifiquement le terme sur lequel, moi j'ai travaillé. Les questions d'invisibilité sociale, bien sûr, chères à Honnête et donc voilà, là, c'est vrai qu'il y a une je binarise absolument, hein, donc et je vais bien évidemment trop vite, mais on en parlera pendant la discussion. 2 chemins, hélas, qui sont les points extrêmes qu'il s'agit d'éviter, le dépérissement de soi-même et puis, le renversement, du stigmate, la revendication victimaire, mais qui va tout d'un coup se faire, plus tyrannique et Todorov avait fait un très bel ouvrage d'ailleurs, là-dessus, sur ce retournement du discours victimaire, et qui devient lui-même, une minorité, déstabilisante, mais pas déstabilisante, au sens de construction de politique, mais plus, plus, plus violente, plus dramatique. Donc le passage à l'acte contre soi-même, le passage à l'acte contre autrui, ça c'est vraiment les 2 grands écueils à éviter, hein et on essaye voilà, on la route de la philosophie politique et morale et la route de l'analyse essaye de se tenir à distance, de ces 2 écueils, hein, puisqu'il s'agit bien évidemment de tout faire pour que le sujet ne s'anéantisse pas lui-même et en même temps ne produise pas un anéantissement d'autrui. Le chemin est compliqué et d'essayer de voir quelle dialectique entre insécurisation psychique, insécurisation socio-économique, politique, culturelle. Voilà, moi je travaille là-dessus. Comment on peut essayer de mettre en place un double impératif catégorique entre guillemets, d'un côté contenir la tentation ressentimiste, du côté du principe d'individuation et bien évidemment du côté de l'état de droit, s'obliger en tant qu'état de droit avec les institutions, les politiques publiques à produire des forces de sublimation et à ce moment-là, ça veut dire qu'on va réorienter l'ensemble des institutions et des politiques publiques vers des outils de régulation spécifiques des pulsions ressentimistes que sont la culture, le soin, l'éducation, la recherche, etc. Avec une question au loin qui est celle de dire est-ce qu'il est possible de réduire la place
du ressentiment comme grand moteur de l'histoire et donc voilà et puis, je vous ai mis cet héritage freudien qui est important dans mon travail bien sûr, sur la question de la sublimation comme grande force civilisationnelle, alors qu'elle apparaît normalement comme force analytique première et Freud fait bien sûr dans Malaise dans la civilisation et dans quantité d'autres ouvrages ce passage de l'individuel et du collectif. Petit rappel avec un texte, quasi testamentaire de l'analyse avec fin et l'analyse sans fin. Comment gouverner, éduquer, analyser sont, heu, quasiment pensés comme un même, thème. Autre grand, importance dans mon travail, c'est, la théorie de la psychothérapie institutionnelle. C'est, des gens comme Houry, comme Tosquelles, comme Guattari, c'est-à-dire tous ceux qui sont venus, interroger la question aussi, d'un milieu, de la toxicité d'un système, ça tout ce qui peut renvoyer à, la psychopathologie et la psychodynamique, c'est-à-dire ces interactionnismes, hein, Goffman est aussi un grand, penseur de l'interactionnisme. Foucault, bien évidemment, avec, la philosophie clinique, d'un héritage tout à fait, important. La sociologie critique avec Bourdieu, avec Boltanski. Bourdieu-Boltanski, c'est absolument déterminant dans la place, en fait, bien sûr des déterminismes sociaux, mais surtout des déterminismes culturels. Comment nous sommes, enfermés, construits, effectivement par, des habitus, par des codes sociaux, qui sont des simulacres de symbolisation aussi, hein. En tout cas des simulacres de symbolisation, en tout cas des visions extraordinairement étriquées de symbolisation et comment justement, à la fois on travaille avec cet univers du signifiant et en même temps, comment, l'enjeu de la mainmise sur le signifiant est un enjeu de pouvoir, absolument, conséquent et pour la société, mais pour le sujet lui-même, hein. Si on devait un peu, tirer, Bourdieu vers, la psychanalyse et puis, on travaille aujourd'hui qui est plus sur la clinique du ressentiment et comment cette clinique du ressentiment non seulement nous dit quelque chose des processus de construction d'un sujet, moderne, mais également nous dit quelque chose de la santé démocratique, parce que, nous avons des avatars assez conséquents de la pulsion ressentimiste. Et je dirais que c'est vrai que moi je m'insère comme ça dans une tradition sociologique à la Durkheim, mais aussi à la William James, à la Wright Mills et d'autres, de véritablement, ou plus proche de nous, Nussbaum, hein, qui est revenu sur ce travail des émotions aussi dans le territoire, politique. Il y en a, quantité d'autres. On a je crois vraiment ce grand retour de la question des affects, sciences sociales, mais de la question des émotions, d on le voit par exemple avec notamment, un comment dire? Un dernier prix Nobel là en sciences économiques qui est précisément un prix Nobel spécialiste des sciences comportementales. Donc on voit, voilà, qu'on essaye de revenir à quelque chose de plus holistique et donc moi je travaille beaucoup avec des auteurs effectivement comme Durkheim qui est un des pionniers bien sûr pour ma part de la sociologie critique, l'étude des phénomènes sociologiques psychiques. Je cite Durkheim, n'est pas une annexe de la sociologie, c'est le cœur même de la sociologie. Je travaille beaucoup avec Wilhelm Reich, en tout cas ces derniers temps, Hermann Brock, et cetera. C'est-à-dire tous ceux qui viennent analyser encore une fois ces hommes nivelés, moyens, qui s'embourbent dans leurs conflits, pulsionnels et qui précisément se présentent d'ailleurs très souvent comme apolitiques, hein, et qui finissent, par, au contraire, produire, des passages à l'acte assez conséquents. Donc les enfants, hélas, douloureux parce qu'il y a un invariant, en tout cas j'essaye de le montrer dans mon travail actuel dans Sigil amer. Il y a un invariant ressentimiste fort, heu, classiquement, historiquement, on l'a surtout posé du côté, du fascisme.
Ce qui est intéressant, par exemple, avec un auteur comme Wilhelm Reich, c'est qu'il montre, d'abord, il inverse le process, de dire que, le grand homme, heu, est celui qui, d'une certaine manière, transforme la foule, que nenni, c'est la foule qui s'est constituée et la foule, c'est d'abord une série d'individus qui, par la coagulation de, leurs ressentiments individuels, va provoquer une masse un peu, différente et donc c'est quand même par d'abord la présence d'un fascisme en moi, c'est-à-dire sous-entendu le fascisme avant d'être un moment historique est un moment psychique. C'est ça l'apport ou en tout cas l'apport ou la proposition, hein, parce qu'il s'agit bien sûr voilà de travailler autour de ça comme un outil. Il ne s'agit pas de l'accepter, tel quel. Mais moi, ça m'a profondément intéressée de voir comment effectivement il y avait des moments, des proto-moments politiques d'une certaine manière qui se jouaient dans la psyché, des individus et pas simplement dans les réalités, socio-déterminées, économico, culturello-déterminées, mais que bien évidemment, il y avait toute une interaction très particulière avec ce que en faisait un sujet et donc aussi en psychodynamique et que on ne pouvait pas en amont nécessairement dire ce que le sujet allait en faire. Donc ça en l'occurrence, ça m'intéresse et puis comment, aujourd'hui, la question du déni, la question du fétichisme, comment on produit un délire, encore une fois, délire complotiste, délire conspirationniste, délire d'intégrisme religieux, un délire au sens où on produit, si vous voulez, une réalité, hein, parce qu'on n'arrive pas à vivre dans une réalité, dans un réel, et donc il y a un phénomène, la clinique du déni nous enseigne qu'il y a, il y a un double mouvement, déni, donc refus d'accepter et de considérer ce réel comme étant le réel, parce il fait effraction, il est insupportable, il est invivable, et production d'un fétiche, le terme est intéressant, c'est dit notamment dans un texte de 1927 de mémoire de Freud autour du fétichisme, production d'un fétiche, c'est-à-dire d'un artefact, d'un délire, mais dont on a également besoin, qu'on va aimer, hein. On voit très bien que dans le fétiche, il y a quelque chose à la fois de totémique, d'objet transférentiel, on en a besoin, on se constitue avec. Donc, Heu, voilà un peu les notions sur lesquelles, je travaille. Rapidement pour, conclure, le dispositif dans lequel, je suis aujourd'hui, il est un peu particulier, donc c'est une chaire, Humanité et santé, au Conservatoire national des arts et métiers et au GHU et vous voyez qui est, reliée de façon très forte avec l'université des patients qui a été créée, fondée, par le professeur, Catherine Tourette-Turgis, et qui est une université des patients de diplomation, des patients experts qui est sur le site de Sorbonne Université et puis tout un territoire qui est plus, effectivement avec, les Sismo, agence de design, des ingénieurs, Mines ParisTech, l'IHEIE et puis, d'autres, des architectes aussi, enfin quantité de gens avec lesquels on expérimente, on produit, des prototypes, on produit des proof of concept, des proof of care. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un niveau méta, si vous voulez, un niveau méta, théorique, d'enseignement, de diplomation, de recherche et puis un niveau pas simplement applicatif, mais un niveau d'expérimentation et qui bien évidemment nous permet aussi de repenser, la théorie et donc on est un service, au service des autres, des autres services hospitaliers. 3 grandes approches, l'approche subjective du soin, on ne soigne pas une maladie, une personne malade. L'approche institutionnelle du soin,
donc soigner l'hôpital. Et puis, l'approche politique du soin qui renvoie plutôt sur, bien évidemment, tout ce qui peut être Dieu sait si aujourd'hui, on comprend, ce qu'est l'approche politique du soin. À l'intérieur de 2 grands méta-changements, sont-ils compatibles? La question de l'anthropocène et la question du monde numérique. Des grands changements, qui structurent, l'univers de la santé. Et qui explique pourquoi aussi on a produit, cette chaire de philosophie à l'hôpital. Grand tournant, même si, là aussi en ce moment on fait un grand retour de l'infectieux, mais on voit très bien que le combo infectieux, maladie chronique, comorbidité, c'est ça qui est, problématique. La question de la santé connectée, la santé du tournant ambulatoire, l'éducation thérapeutique, grand univers de réification, hélas, parce qu'il y a une pression réificatrice gestionnaire très, très forte, hein, raréfaction des moyens et cetera, qui fait qu'il y a un grand, épuisement professionnel, non seulement des patients, mais des soignants. Et puis demain, des questionnements éthiques, «sociétaux» entre guillemets, permanents. Voilà, quelle est c'est vrai, la ligne de partage entre le sociétal, le médical, l'augmentation, la réparation et cetera. Tout ça fait qu'il nous paraissait, absolument important de remettre les humanités médicales, d'avoir une approche holistique de la santé, hein, qui est d'ailleurs prônée par l'OMS. Mais c'est pas parce qu'on a un déclaratif de l'OMS sur, l'holistique, de la santé que dans les faits, il est réellement là. Donc, on accompagne cela. C'est en place depuis maintenant une trentaine d'années, notamment grâce à tous ceux qui ont pensé l'éthique. Mais je dirais que nous, on est la continuité de cela, les enfants de cela, en travaillant, de manière voilà, encore plus ouverte, mais aussi avec cette réalité du déploiement et de, l'expérimentation. Dernier point, voilà, ce qu'on entend par, proof of care, bah, c'est tout simplement tout ce qui vient, attraper la générativité du vulnérable, et qui, nous permet de prendre comme point d'appui ce qui est généralement considéré comme absolument, déficitaire et insuffisant, et au contraire d'aller travailler sur cette ultra contrainte, parce que cette ultra contrainte, elle peut être éventuellement productrice d'invention, d'innovation. Donc, et puis bien sûr proof of care, parce que non seulement on humanise les proof of concept, mais on essaye encore une fois de produire des situations capacitaires pour l'ensemble des parties prenantes. Donc c'est les notions aussi de design capacitaire sur lesquelles on travaille beaucoup, dans, notamment, cette chaire. Voilà un petit peu, 35 minutes, heu, la présentation, un peu de ce que je fais. Merci beaucoup, Cynthia. C'était extrêmement condensé. Je pense qu'on pourrait déplier Oui, oui. presque chaque petite partie pour en discuter 1 heure. Donc, je vais forcément prendre un point de vue un peu particulier. J'aurais envie de poser, il y a déjà une question, mais je voudrais poser en fait peut-être pour commencer deux questions. Une question, je dirais, un petit peu théorique et puis une question pratique. La question théorique, c'est au fond, on sent bien dans votre travail le lien très fort entre une pensée psychanalytique et une pensée sociale et politique. Bon, constamment, je pensais effectivement à ce texte de Freud, Malaise dans la culture, où, voilà, et on se dit voilà, que vous travaillez dans Mmh. dans cette continuité en déployant considérablement ce que Freud analyse sur je dirais les impasses d'une société, ses névroses. Et ma question, donc, c'est au fond, euh, d'une certaine manière, vous vous engagez plus nettement sur le terrain social, sur le terrain moral, sur le terrain politique. Et je suis sensible d'un côté au fait que, au fond, on a l'impression que pour vous, bon, voilà, la société, ben, elle gère la pulsion de mort, et puis, bon, il faut trouver effectivement comment réussir la sublimation pour que ça se passe pas trop mal. Et il faut en rabattre sur l'ambition morale d'établir le bien. Vous
dites le moindre mal d'ailleurs, ce qui est quand même voilà, ce qui fait sens par rapport à ceux qui sont ou à celles qui sont dans la vertu, dans le désir d'établir le bien. Et voilà. Donc, et puis, malgré tout, bon, le mot de courage aussi le dit, on sent malgré tout que il y a chez vous une volonté de donner une ligne qui rende justice à l'individu, qui dessine une politique démocratique, et ce qui ne semblait pas forcément le but de Freud. Et chez vous, voilà, il y a, je dirais, cette association d'une analyse, oui, psychanalytique du social et d'une réflexion politique oui, qui dessine des lignes, quoi. Donc j'aimerais que vous parliez justement de ce rapport, de cette relation entre une démarche, voilà, d'analyse psychique et une démarche de pensée politique. Oui, alors c'est vrai que, moi j'arrive, ça n'aura échappé à personne, à la fin du XXe siècle et au début du XXIe, c'est-à-dire, malgré tout, dans un temps, je dis ça par rapport au texte, de Freud des années 30, enfin 29-30 qui est Malaise dans la civilisation, ou Malaise dans la culture. Hem, il s'est passé ensuite 45, c'est-à-dire en gros la catastrophe des Lumières, la catastrophe de la raison qui est très sincèrement, pressentie malgré tout, chez Freud déjà, mais qui de fait est actée ensuite. C'est-à-dire qu'il y a un effondrement magistral, qui a été théorisé par, quantité d'auteurs, donc je ne vais pas, moi-même le faire, mais voilà, c'est donc de fait, cet héritage qui est le mien, c'est un héritage de déflagration politique et je ne peux pas ne pas, malgré tout l'acter. Donc je veux dire par là que, hem, cette théorie au loin du moindre mal démocratique, elle naît malgré tout de l'expérience de l'effondrement, réel qui s'est joué sur quantité d'autres propositions, de régimes politiques et qui malgré tout, ont failli, heu, grandement, en tout cas avec ce qu'on considère, des catastrophes, au niveau du paroxysme, c'est-à-dire, génocidaires, bombes atomiques. Alors je ne dis pas que les malheurs du monde se poursuivent, hein, bien évidemment, mais on va dire que, malgré tout, on essaye de contenir quelque chose. Peut-être que, ce n'est pas l'état de droit tel que nous le pensons aujourd'hui, certes, sans peut-être pas, mais en tout cas, je me suis insérée malgré tout dans cette humilité-là, en essayant de dire: «Tiens, au lieu de simplement produire un diagnostic de désenchantement de cela, est-ce que malgré tout, il se joue quelque chose qui peut être constitutif d'un principe, restauré, du sujet et vice versa. C'est-à-dire comment et ce qui me paraissait plus intéressant encore, je dois le dire, comment cet individu qui a été tellement décrié comme étant tellement, antinomique de tout, destin collectif digne de ce nom, comment au contraire, il peut, avec un certain type, encore une fois qualitatif, au contraire venir soutenir et produire des structures de soutènement. C'est le terme qu'utilise, Hermann Brock, mais il pense à des structures de soutènement que sont, bah, la maison, avoir, une une vie matérielle simple et cetera. Et puis à un moment donné, il dit: «Mais en fait, les vraies structures de soutènement, elles sont en soi, hein, parce que c'est ça aussi qu'il faut faire». Bon, bah, ce mélange des 2, de se dire: «Tiens, qu'est-ce que comme structure de soutènement je vais chercher du côté, du politique et comment je vais en chercher d'autres du côté de la psyché?» Moi, j'essaye de produire cela et c'est vrai que chez Freud, il n'y a pas
sans doute, cette même conscientisation et cette même «tragédie» entre guillemets. Pourquoi? Bah, parce qu'elle arrive plus tard. Nous sommes en dette de cette tragédie-là, en tout Parce que- cas. Moi, je suis très arendtienne, hein, pour ce voilà. Pour le dire autrement, est-ce que vous pensez qu'on peut guérir la société? Est-ce que c'est une affaire Alors, le je ne sais pas, je ne sais pas répondre à cette question. Je sais juste la poser comme, là aussi, comme, idée régulatrice. Donc l'idée régulatrice, c'est qu'il me paraît, pragmatiquement plus simple, mais pas que plus simple, plus respectueux de l'éventuel, sujet que nous sommes, de dire, c'est éventuellement possible. Voilà. En revanche, je n'ai, aucune preuve scientifique, de cela, et donc c'est pour ça d'ailleurs que dans, l'exergue de Sigil amer, je dis que c'est un choix moral, c'est un choix éthique parce que, malgré tout, c'est du côté d'un certain type de pari ou c'est même pas c'est du côté de la méthode, c'est même pas du côté de la croyance parce que je ne suis même pas, dans cette croyance-là. En revanche, je me dis que cette méthode-là, est plus, voilà, est plus respectueuse des théories du moindre mal qui me semblent malgré tout plus, efficaces, en termes d'outils de régulation, collective. Voilà. Donc, donc j'ai pas totalement répondu, mais Si. Alors, la deuxième question, elle est plus sur la pratique. Je voulais savoir, au fond, comment votre expérience de psychanalyste nourrit votre réflexion philosophique. On l'a entendu déjà, mais je veux dire, est-ce que vous êtes tenté d'écrire des cas, de constituer oui. des cas? Mmh. Est-ce que vous êtes tenté par une métapsychologie? Est-ce qu'au fond, vous développez une philosophie de la psyché, ou est-ce que vous vous intéressez aussi psychiquement à la construction philosophique? Voilà, au fond, comment parce que, et alors ma question est double, parce qu'évidemment, il y a à la fois votre expérience de psychanalyste et puis votre réflexion euh, métapsychologique, quoi. Donc, comment ça joue et comment vous êtes nourri par cette pratique psychanalytique? Bah, je suis nourrie de façon très simple au sens où, d'abord il y a une clinique qui est, quotidienne. Donc, malgré tout cette proximité avec les analysants ou les patients, elle est très, très présente et surtout, malgré tout, ce que j'avais, commencé, d'entendre avec d'autres, hein, avec quantité d'autres, qui sont à la fois psychanalystes ou médecins du travail et cetera, c'est que ce qui se joue aujourd'hui sur le divan n'est pas, exclusivement, enfin ça n'a jamais été le cas, mais particulièrement aujourd'hui, le roman dynastique, le roman familial et cetera est présent. Oui, bien sûr, mais la question du grand roman, national, ou même du grand roman terrien, parce qu'il y a la question anthropocénique qui est constante, malgré tout, en tout cas de dire, voilà, donc il y a véritablement quelque chose où, le sujet, alors sans parler de la clinique du travail qui est quasiment, omniprésente, enfin bref, donc il y a, si vous voulez, le territoire de tous les objets des sciences sociales et humaines, bien évidemment, est dit là par le truchement, bien évidemment singulier, mais on connaît ce truchement très particulier du singulier et du particulier et de l'universel, et cetera. Donc, moi, ça, c'est très présent. L'écriture de cas, oui, je le fais. Je le fais d'abord parce que je fais des présentations de cas, donc donc comme je fais des sections cliniques, de fait, je le fais. Est-ce que je le produirais en tant qu'ouvrage et cetera? Peut-être. Est-ce que je produirais une nouvelle manière, d'écrire un cas? Oui. Je dirais que si aujourd'hui je devais produire, des cas,
j'irais jusqu'au fait de construire un cas différemment, d'écrire le cas différemment, d'intégrer, l'analysant à un autre endroit et cetera. Donc ça, c'est d'ailleurs un travail que je fais. Je ne sais pas si je lui donnerai la place, voilà. Hem et puis est-ce que, à terme, je produirai des outils, pas simplement de philosophie, politique et morale, mais des outils bah, tout simplement de compréhension analytique et oui, peut-être. Donc si vous voulez, il y a quand Alors, même quelque chose qui, à terme, se joue dans une articulation, plus dense et plus robuste, quoi, entre les 2 territoires. mais Cynthia, alors qu'est-ce que ça signifie, concrètement, faire de la philosophie en milieu hospitalier? Pas seulement effectivement Alors, faire de public, la etc. philosophie en milieu hospitalier, c'est beaucoup de choses. C'est des choses très simples bah, comme une chaire d'enseignement et de recherche, des grands cours ouverts à tous, sauf qu'il y a une particularité. D'abord, quand ils sont ouverts à tous, ils sont ouverts à tous, hein. Je veux dire, il y a les patients, les médecins, les ambulanciers, les directeurs d'hôpitaux, les psychiatres. C'était particulièrement à Sainte-Anne, c'était pas simple dans un premier temps pour certains psychiatres de faire cours avec leurs patients en face. C'était tout d'un coup un autre rapport, si j'ose dire, aux patients. Plus du tout la même chose. C'est pas la même c'est une chose aussi d'avoir les patients qui font cours. Les patients experts et cetera. Donc on connaît cela, mais là c'est assez présent. Donc il y a tout cet univers, très méta de réflexion, sans parler de psychiatrie phénoménologique. Il y a des grandes traditions de philosophie clinique, de philosophie psychiatrique, de psychiatrie, de la philosophie, enfin bon bref, il y a de toute façon toute une série d'auteurs qu'on peut aller, chercher plus spécifiquement. Donc ça, c'est toute une partie, mais après il y a toute une autre partie qui est celle plus, où la chaire se met au service des services hospitaliers. Donc là, les services hospitaliers vont dire: «Ben nous, on a besoin de travailler sur tel et tel et tel point. Est-ce que la chaire peut nous aider à produire des états de l'art, à réinterroger, nos protocoles thérapeutiques et cetera?» Et là, par exemple, pour donner un exemple très concret, on a un grand travail avec, les équipes du GHU, Paris et puis bien sûr la chaire Humanité et Santé du Conservatoire sur un grand programme de la contention involontaire, hein. Vous connaissez bien évidemment les soins sous contrainte, la question de la contention et la question des chambres d'isolement et cetera. Mais nous, on est plus spécifiquement dédié à la question de la contention involontaire au sujet se contenant. Et tout l'enjeu est de produire des nouveaux protocoles thérapeutiques jusqu'à la mise en place de prototypes qui sont des espèces à la fois d'enveloppes, de squeeze machines, etc., pour produire, bah, justement, du moi peau, comment de la clinique du bord, de la fonction alpha et cetera. C'est-à-dire quantité de choses qui vont permettre au sujet de se contenir, réflexion sur tous les processus d'immersion aussi, qui sont des processus de réassurance possibles, techniques de VR, de virtual reality et cetera. Donc vous voyez, et ça, c'est quelque chose qui arrive, aussi par le terrain où tout d'un coup on a envie de tester, quelque chose et puis on va avoir des réflexions plus pratico-pratiques sur, la garantie humaine, de l'intelligence artificielle en santé. Vous voyez? Donc c'est les sciences humaines et sociales appliquées au monde de la santé, heu et avec les 2 endroits, l'endroit qui descend et l'endroit qui monte. Voilà ce que c'est que et un rapport, très présent, avec bien évidemment les patients, mais la communauté des soignants. Il y a vous pouvez aller sur le site de la chaire de philosophie à l'hôpital, vous verrez un petit peu la tête que ça a. La majorité des cours essayent d'être transmis, mais par exemple, on a, ça c'est le un chercheur associé Valérie Gâteau qui travaille sur, l'éthique narrative et qui va travailler sur, justement, la question du burn-out des soignants, mais au travers de ces pratiques d'éthique narrative et d'écriture, par exemple. Vous voyez? Donc c'est tout ça. Alors, Cynthia, quelques questions qui sont arrivées. Une question d'abord de Philippe Usher
qui est notre directeur du département. Merci pour cette belle intervention. Pensez-vous qu'il faille, comme François Roustan, parler Mmh. d'une fin de la plainte? Si oui, est-ce là peut-être une ouverture pour une nouvelle configuration des rapports sciences humaines, soins, hôpital, etc. Oui, alors moi je suis vraiment, Roustan était un de mes auteurs, favoris et penseurs favoris. Je pense que c'est, vraiment un auteur dont il faut se ressaisir absolument. Oui, il y a chez lui la plainte qui confine au porter plainte, et d'ailleurs dans, le DSM, dans le manuel le qui, comment dire? Américain en l'occurrence, mais vous avez ça aussi dans la classification internationale des maladies. Une des pathologies, entre guillemets, à relier à cet invariant, ressentimiste, c'est ce qu'on appelle la quérulence, c'est-à-dire, voilà, le fait d'être toujours de vouloir porter plainte, de vouloir, comment dire? Aller rentrer dans des processus de judiciarisation et cetera. Donc il y a quelque chose qui est tout sauf neutre dans cette histoire. Alors et tout l'enjeu et on a ça tout à fait chez Roustan, c'est que bien évidemment, il ne s'agit pas d'interdire la plainte, mais il s'agit d'en faire un moment et de ne pas en faire, une finalité parce que cette finalité de la plainte, elle a, bien évidemment ses dérives et ces dérives qui sont et c'est ça qui est intéressant, c'est de comprendre que, voilà, il y a ce qu'on appelle, la vérité psychique et puis il y a, par ailleurs, la vérité juridique. Donc on peut tout à fait, par exemple, se mettre dans un système juridique pour, faire respecter ses droits et cetera et sortir de la plainte. Vous voyez? Les 2 sont compatibles et c'est ça qui est intéressant, c'est de comprendre que psychiquement, un sujet, s'il va dans la plainte au sens psychique du terme, il se met en danger. En revanche, que la plainte soit un univers du droit et même politique de revendication, mais absolument. Vous voyez? Et c'est ce double niveau qui est intéressant d'attraper, alors que les uns et les autres psychologisent la plainte juridique et judiciarisent la plainte psychologique. Donc on s'en sort plus et ça fait du désastre à la fois politique parce qu'on nous présente comme politique quelque chose qui est précisément du passage à l'acte et on va nous présenter comme, comment dire? Résilience, psychique, quelque chose qui est en fait de la dénonciation et du débordement. Donc Hmm. c'est Alors, voilà, Cynthia, on est au cœur de beaucoup de choses qui se passent en ce moment. oui, Comment arriver à démêler ce qui est de la plainte légitime et de la revendication d'une vérité, d'une justice, d'un droit, de la reconnaissance quand même des torts qui ont été faits, bien sûr, et je ne sais pas comment l'appeler, une idéologie ou un débordement psychique où oui. on voit qu'effectivement, il y a tout à coup, voilà, comme on dit un peu facilement, mais enfin une idéologie victimaire, une atmosphère de délation, etc. Comment on fait pour Bah démêler cela? c'est une des questions les plus difficiles parce que ça demande, sans doute d'abord, c'est vrai, beaucoup d'humilité. Voilà, ça demande beaucoup de discernement, ça demande la possibilité, de travailler ensemble sur des sujets qui sont extraordinairement douloureux. Or, rien n'est fait pour cela. Tous les systèmes aujourd'hui binarisent, le débat. C'est de comprendre aussi, bien évidemment, sans doute que, toute discussion, se fait dans des espaces qui sont adéquats aussi, hein, et que c'est pas pour rien non plus qu'il y a des espaces qui sont dédiés à l'analyse, qui sont, privés, semi-privés et cetera et d'autres espaces donc d'emblée, il n'y a pas de recette, si vous voulez, a priori, mais il y a, je pense, la nécessité déjà de ne pas être dans le déni, si vous voulez, de ce qui se passe aujourd'hui comme dysfonctionnement. Or, aujourd'hui, le simple fait, de raconter, ce que je vous dis là sur le double régime et quand je dis le double régime, parfois le triple régime de vérité et que cette coexistence des vérités doit être maintenue pour préserver et le sujet
et la société dans laquelle nous sommes, c'est quasiment inaudible. C'est difficile déjà d'expliquer ça parce que voilà, on viendra vous dire: «Ah mais non, vous destituez, le politique, vous destitu» pas du tout, au contraire même, je dirais. Puisque alors pour le coup, en plus, tous ceux qui font, de la clinique savent à quel point, au contraire, le débordement à un moment donné, empêche un certain type d'avènement politique. Donc heu, donc voilà, donc j'ai pas le mais ce que je sais, c'est que je trouve, intéressant justement que dans les sciences humaines, et sociales, on se ressaisisse de ce territoire de travail, de connaissances, de partage, voilà. Bien sûr, C'est c'est ce que vous faites, oui, oui, c'est ce que vous faites. voilà, c'est ce que je fais moi et puis heureusement, d'autres, aussi. Alors, une autre question. Merci infiniment pour cette communication fascinante. Du côté de la méthode, est-ce possible d'y voir, penser à insérer le langage à votre avis? Alors, vous avez une question là plus précise sur la question du langage inclusif. Je pense surtout au problème du langage inclusif et de l'écriture Mmh. épicène, qui peuvent être vus comme des formes de changement politique, moral, etc. Oui, oui, c'est Positionner vrai. quelque chose, oui. C'est vrai. Alors moi, je suis, vraiment la question du langage, je l'ai travaillée, sans doute pas assez, mais en l'occurrence, elle est pour j'ai travaillé beaucoup sur toutes les formes de désubstantialisation de la parole, hein. J'ai fait notamment, mon HDR sur ça, sur comment, vraiment, le danger, hein, de vider la parole de sa performativité et notamment par le fait de sans cesse, dessaisir la parole, en gros d'une certaine forme de substance, hein. C'est-à-dire, voilà, les mots malgré tout ont un sens. On est dans un système d'instrumentalisation, assez fort. Donc j'ai plutôt travaillé sur cette question-là. La question de l'inclusivité, moi, je la trouve très passionnante, très intéressante. Heu, oui, il se joue quelque chose dans la bien évidemment, dans la possibilité d'une réécriture. Est-ce que c'est, quelque chose là, qui, ce qui est certain, c'est que, de d'avoir ce territoire et cette possibilité-là, pour moi, c'est absolument déterminant. Je veux dire par là que la réflexion sur l'écriture inclusive me paraît déterminante. Le résultat final, je sais pas. Je sais pas parce que je suis pas spécialiste et puis, j'ai pas assez travaillé sur à la fois le caractère anthropique ou pas de cette, chose-là. Mais ce qui est certain, c'est que cette réflexion qui est faite sur le langage, elle est déterminante pour bien évidemment, tout simplement, venir déconstruire les signifiants avec lesquels nous nous construisons. Ça c'est donc c'est vrai que, pour le coup, j'aime travailler avec ceux qui travaillent là-dessus. Après, est-ce que je me range nécessairement à leur manière de faire et est-ce que voilà, non, pas nécessairement et pour différentes raisons et cetera. Mais en revanche, je les trouve absolument, déterminants dans le process, si vous voulez. Vous avez commencé par la notion de post-vérité. Est-ce que pour vous, au fond, cette question de la vérité, elle doit être reliée à la subjectivation, je dirais à la vérité psychique, ou bien est-ce qu'il y a un combat à mener aussi pour rétablir une vérité politique, une vérité des faits? Est-ce que finalement, pour cette question de la vérité qui a quand même un peu traversé votre discours, comment vous l'entendez, hein, comment vous Oui. entendez la recherche de la vérité au regard justement de cette notion et de ce danger d'être parvenu à un au-delà du vrai et du faux? Bah, si vous voulez, c'est très compliqué parce que bien évidemment, je mets la vérité du côté de la faillibilité, donc et non pas de l'infaillibilité et du côté du dogme. Donc en gros, simplement déjà en posant ça, je ne
peux pas parler de la vérité, donc je la déplace et en même temps, oui, il y a des processus de stabilisation, scientifique, collectif, à un moment donné, de vérité et il y a des régimes, de et ils sont absolument nécessaires. Ce sont des presque comme des institutions, ce sont des paliers constitutifs de la communauté, à la fois des hommes, mais aussi, d'un sujet. Mais en même temps, oui, il y a une plasticité de ces vérités-là et oui, il y a des représentations culturelles et cetera de ces vérités. Donc je j'ai voilà, c'est à la fois un outil, je ne vois pas comment, on ne peut pas fonctionner, sans cet outil et en même temps, je vois bien évidemment toutes les limites et de cet outil. Mais c'est là où le côté, peut-être clinicien qui est le mien, voit à quel point malgré tout, quand il n'y a pas, cette fonction, je dirais quasi homéostasique du sentiment de vérité au sens de cohésion, au sens de cohérence, vous avez un sujet qui bascule, malgré tout. Donc il faut aussi entendre que, cette illusion de vérité maintient le sujet en place. Ce qui est important, c'est de savoir que c'est aussi une illusion, mais en même temps, c'est une fiction régulatrice, hein, donc c'est pas, voilà, donc mon rapport à la vérité, il est, celui-ci, si vous voulez. Oui, bien sûr. C'est là toute l'ambiguïté, mais on ne va pas se lancer dans ces discussions parce qu'on n'a plus le temps, mais l'ambiguïté de la notion de courage de vérité, le courage de la vérité de Foucault, parce Tout qu'effectivement, à on joue fait. à la fois sur cette cohésion, comme vous dites, et en même temps, voilà, il y a quelque chose de plus, comme si c'était l'affirmation d'une position politique et sociale. Et ça m'amène peut-être à une dernière question à vous, Cynthia. Vous intervenez dans tellement de domaines et d'institutions. Au fond, est-ce que la politique, c'est quelque chose qui vous tente pratiquement? C'est-à-dire pas simplement du point de vue de la philosophie politique, mais aussi de l'intervention, voilà, oui, de l'engagement. Non, non, du tout. Alors ça, c'est pas un problème de tenter, si vous voulez. Je suis pas de toute façon naturellement, j'ai c'est terrible de dire ça parce que je vais apparaître comme une puritaine, mais je suis pas quelqu'un qui de tenter, si vous voulez. C'est pas tellement mon souci. Mais, et puis, je crois malgré tout, enfin je crois, c'est pas le terme non plus, mais, je suis attachée à ce travail qui est le mien, si vous voulez, de précisément travailler sur l'amont, qui me paraît être la question la plus déterminante pour la politique. Donc, si vous voulez, je crois vraiment que la question la plus déterminante pour la politique, ce ne sont pas les politiciens, vraiment. Je crois que la question la plus déterminante pour produire un geste politique, ce sont précisément ceux qui travaillent sur les forces de sublimation des pulsions. Donc, c'est les éducateurs, c'est les enseignants. Donc, si vous voyez ce que je veux dire? Je crois vraiment être, pour le coup, au cœur de ce que je crois être, la politique et encore plus au XXIe siècle. Donc jamais, jamais, au grand jamais, j'irai dans une vision, totalement réductionniste de ce qu'est la politique. C'est pour moi manquer véritablement la compréhension de ce qu'est la politique, vous voyez? Bien sûr, et merci de terminer là-dessus parce que je crois qu'effectivement, on entend bien le lien très fort entre théorie et pratique politique, même si ce n'est pas la politique politicienne, mais on voit bien la dimension pratique que aussi vous incarnez et dans votre pratique aussi bien philosophique que psychanalytique. Merci beaucoup, Cynthia, Merci à vous, et puis donc à bientôt à NYU en personne. tout à Et fait. et puis, je recommande bien sûr la lecture de Sigi Lamère à nos auditeurs. À Merci à bientôt. vous en tout cas. À bientôt.